C'est votre programme du soir sur la télévision du développement. Chers amis, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Nous allons parler de plusieurs sujets aujourd'hui autour de cette table. Il y en aura 4 dans nature et bien-être, autant savoir, espère et puis monde agricole. Mais avant, nous allons scruter ensemble le ciel pour voir ce que nous réserve la météo de demain matin. Nous sommes dans le septentrion Sinandé. Un clin d'œil à tous nos habitants de cette localité du Bénin. C'est donc la carte postale de Sinandé. Alors, si vous venez de nous rejoindre, ça vient à peine de démarrer et vous faites bien de nous suivre. C'est le grand rendez-vous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quelques conseils pour le bien-être de la mère et de son bébé qui va naître. La trisomie 21, comment prévenir cela ou comment le gérer depuis la grossesse jusqu'à la naissance. Nature et bien-être s'en charge. Éduquer un enfant, c'est bien, mais faire de lui un grand homme plus tard, c'est encore mieux. Tous les parents en rêvent d'ailleurs, mais comment y parvenir? C'est à découvrir avec l'aide d'un coach parental dans Autant savoir. La rubrique Espère de ce mercredi soir, Marcel Effon nous dira le pouvoir de la parole dans tout processus de réussite que l'on envisage. Et puis, une autre rubrique qui viendra ouvrir d'ailleurs le bal des rubriques autour de ce plateau. Le monde agricole nous parlera aujourd'hui de conservation des produits agricoles. Voilà, chers amis téléspectateurs, pour ce qui est des échanges autour de cette table. Nous allons faire un tour rapidement pour le journal. Ce n'est pas encore le développement, puisque vous aurez le développement des titres à 19h45, le journal lui-même. Mais avant, ce sont les titres avec Nadège Soni. Nadège, bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Agbataou. Météo Bénin est l'agence qui fournit au quotidien les prévisions météorologiques. Beaucoup de Béninois ignorent son existence. Nous vous ferons découvrir cette structure dans cette édition. Avoir un bébé très tôt peut limiter le risque de la trisomie 21 pour le fœtus. Comment se fait le dépistage? Un spécialiste nous donnera plus de précision. Et puis, la formation et le professionnalisme dans le secteur du théâtre préoccupe les acteurs du 6e art du Bénin. La célébration de la Journée internationale du cinéma est l'occasion pour eux de repenser ce secteur. Merci beaucoup Nadège. On vous retrouve tout à l'heure dans un peu moins de 45, n'est-ce pas? Bien sûr, Karamata Agbataou. Allez, à tout à l'heure donc. Alors, chers amis, nous, on va commencer par déballer donc notre cadeau que nous avons pour vous ce soir et ça démarre par le monde agricole.
sont nombreux ces acteurs agricoles qui produisent et qui le font suffisamment sans avoir grande idée sur comment conserver leurs produits. Alors, ça leur fait parfois des manques à gagner, c'est bien cela. Alors, avec notre invité Fiacre Aladaye, qui est ingénieur agronome, on en saura un peu plus quant à la politique adoptée ici au Bénin pour aider ces producteurs à sortir donc de leur gouffre. Le monde agricole que nous allons donc installer tout de suite avec Marcel Betoro. Mais avant, on va suivre ensemble ce commentaire sur image qu'elle a concocté pour nous. La conservation des produits agricoles est un ensemble de techniques mises en place qui prend en compte le stockage et la transformation des produits agroalimentaires. On peut citer en exemple les stocks de céréales, de fruits, de pommes, de vin ou de viande destinés à des transformations agroalimentaires. Mais est-ce que le Bénin dispose de structures adéquates pour le stockage des produits agricoles? La question reste posée. Pour les cultures vivrières telles que le maïs, le sorgho, le mil, le haricot, ce sont les greniers qui continuent d'être utilisés. Au niveau des produits maraîchers, par contre, le système souffre de moyens de conservation des produits, ce qui explique souvent la perte des denrées alimentaires peu de temps après les récoltes. Au niveau du cajou et du coton, par exemple, nous pouvons dire que les moyens y sont pour faire un bon stock après culture. La définition de stratégie adéquate de stockage permettra de valoriser les autres cultures pour le bonheur du monde agricole. Mais ces nouvelles techniques de stockage à définir nécessitent une synergie d'action de tous les acteurs du monde agricole. Ainsi, par exemple, les producteurs doivent produire la quantité et la qualité des ingrédients nécessaires pour les acheteurs. Les agrocommerçants, quant à eux, doivent développer de nouveaux circuits permettant de faire écouler les marchandises. Les institutions financières doivent offrir davantage de prêts aux agriculteurs afin de leur permettre l'acquisition de technologies post-récolte. Et pour couronner tout ceci, il va falloir créer de nouveaux centres d'approvisionnement et de regroupement des produits agricoles pour une meilleure sécurisation du marché agricole béninois. J'ai l'habitude de le dire souvent, je reviens encore une fois là-dessus, ces acteurs, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être soutenus parce que sans eux, on ne peut pas manger, on risque de mourir de faim. Marcel Betoro, bonsoir. Bonsoir Karamat Agbataou. Alors, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Très bien, merci. En face de vous, c'est votre invité, bien sûr. Fiacre Aladaye, qui est un des nôtres aussi d'ailleurs sur cette émission sur BB24. Bonsoir. Bonsoir, Ramat. Alors, on va parler le sujet, le commentaire. Vous avez vu, ça plante déjà le décor. Oui, oui. Ça vous met un peu déjà dans le bain de vos échanges tout à l'heure avec Marcel Betoro. Marcel, on va parler donc de conservation des produits agricoles. Mais je me rends compte à travers cet élément que vous nous avez servi qu'il y a certains produits qui sont beaucoup plus avantageux que d'autres. Oui. Alors, merci d'avoir si bien planté le décor. C'est comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler ce soir de la conservation des produits agricoles. Et le constat, nous l'avons fait parce que les producteurs, pour la plupart, parlent de perte post-récolte, ce qui ne devrait pas être. Alors, ce soir, avec M. Fiacre Aladaye, nous allons faire peut-être un peu le tour pour voir ce qui se passe réellement au niveau des producteurs béninois. Dites-nous déjà, est-ce qu'il y a réellement un problème de perte des produits après la culture? Ok, merci beaucoup, Madame Marcel. Il y a un sérieux problème de perte post-récolte au Bénin. Et il suffit juste de faire le tour du pays pour constater. Vous allez voir déjà le maïs qui est perdu au niveau de tous les producteurs du nord jusqu'au sud. Lorsque vous prenez par exemple la région de Karimama qui produit de l'oignon, qui produit aussi de la pomme de terre, ouais, ce sont des produits qui, même au coût de transport, on paie suffisamment. Les producteurs paient suffisamment de ces matières-là. Lorsque vous faites un tour dans le Koufo par exemple, ou bien dans la zone de Zapota et autres, vous avez de l'orange qui court les rues et qui périssent
à longueur de journée. Lorsque vous faites un tour dans le plateau, vous voyez, à l'Ouémé plateau, il y a la région de Dango qui produit énormément de légumes feuilles, des piments et beaucoup d'autres produits qui périssent à longueur de journée. Donc, en quelque sorte, pas de doute sur la perte post-récolte. La perte. Lorsque vous faites même un tour aussi à Poma, c'est juste à côté. Les tomates. Vous voyez, il y a beaucoup de tomates qui périssent, et surtout en période d'abondance, n'en parlons pas. Mais est-ce que ces producteurs-là produisent réellement en tenant compte de la demande sur le marché de consommation? Justement, là, je dirais, est-ce que non, nos producteurs n'ont pas encore toute cette capacité d'évaluer en fait et la demande avant de faire la production. Mais c'est plutôt le problème de beaucoup plus de consommateurs qui se posent. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Ce sont d'ailleurs les consommateurs d'abord qui ne sont pas prêts peut-être à consommer les produits qui sont produits au Bénin, localement chez nous. Et ça fait qu'il y a beaucoup de surplus. Maintenant, ce qui est produit aussi, quelles sont les techniques mises en œuvre pour faire la transformation, pour faire la conservation. Justement. Il y a de ces problèmes qui expliquent davantage le fait qu'on a de ces surplus, de ces excédents qui périssent toujours et à des pourcentages très très élevés qui constituent véritablement et si nous sommes là ce soir, c'est justement pour voir un peu ces moyens ces techniques de stockage et de conservation des produits agricoles. Déjà, dites-nous de façon générale, quels sont les différents moyens de conservation des produits agricoles qui existent? D'accord. Bon, parlant des produits agricoles, il en existe plusieurs sortes. Il y a déjà les graines de façon générale. Je veux parler des céréales, notre maïs, le mil, le sorgho. Je veux parler aussi des légumineuses, le niébé, pois d'Angole et tout ce qui est dans cette famille qui sont beaucoup plus stockés. C'est la première façon pour nos producteurs de pouvoir les conserver. Ils font juste le stockage dans des magasins qui ne sont même pas conçus en fonction des normes, parce qu'il y a des normes pour le stockage, la construction même du magasin, comment ça doit être orienté par rapport à la position du soleil, comment ça doit être entreposé et tout. Il y a ce volet qui n'est pas très développé dans nos contrées. Nous allons en revenir, mais déjà, à part le stockage, à part les magasins, quels sont les autres types de conservation? Il y a aussi la transformation qui constitue une forme de conservation des aliments, des produits agricoles. Et ces transformateurs, on constate que l'industrie agroalimentaire a commencé par se développer petitement au Bénin. Il y a plusieurs personnes qui s'intéressent davantage à la chose, à transformer ces produits pour pouvoir mieux les conserver. Il y a la transformation agroalimentaire. Il y a quoi encore? Je crois que c'est beaucoup plus les méthodes que nous utilisons. Mais au Bénin, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous utilisons aujourd'hui comme moyen de stockage? Oui, c'est un peu ça. Nous utilisons toujours bien, nos producteurs utilisent toujours les moyens traditionnels, ce qui est un peu dommage parce que, à ma connaissance, à l'université, il y a plusieurs travaux qui sont réalisés, des greniers de type moderne et des techniques de transformation, de stockage qui sont très, très pratiques. Mais on constate que sur le terrain, ce n'est pas mis en application. Qu'est-ce qui est utilisé sur le terrain, justement, aujourd'hui? Oui, sur le terrain, aujourd'hui, parents continuent d'utiliser les moyens traditionnels de conservation. Et c'est d'ailleurs ça qui explique le fait que les pertes sont toujours élevées, énormes. Et ça fait bien dommage. Il va falloir trouver les voies et moyens pour pouvoir éviter ces pertes. Alors, vous avez parlé des études au niveau de l'université, mais en dehors des études, des recherches sur le plan, c'est-à-dire de façon théorique, sur dans la pratique, comment est-ce qu'il faut aujourd'hui conserver ou stocker les produits agricoles pour éviter quand même qu'on ait à parler encore de pertes post-récolte? En entendant, j'appuie en fait ce qu'elle est en train de dire, en entendant qu'on passe vraiment à ce qu'il faut. À cette étape-là, comment est-ce qu'on peut aider ces agriculteurs dans leurs méthodes traditionnelles à réussir la conservation pour éviter que certains produits pourrissent plus tard, très vite? Voilà, pour aider les producteurs à minimiser en fait les pertes post-récolte, c'est d'abord les accompagner, d'abord renforcer leur capacité à stocker ces produits agricoles, c'est-à-dire les aider aussi à construire des greniers ou bien des petits magasins de stockage qui est différent en fait de leur chambre, de leur case les caisses dans lesquelles ils sont. Parce que lorsque vous êtes là et que vous faites les activités quotidiennes dans la même case, il y a les souris, les rongeurs, les insectes qui ne cessent. Il y a aussi la reprise d'humidité qui affecte en fait ces produits. Donc il va falloir construire des magasins, d'accord, doter les points reculés dans toutes nos campagnes de
de structures de collecte, d'abord de structures de collecte et aussi de moyens, des greniers, des magasins, des petits magasins s'il le faut, pour la conservation de ces produits. Autre que ça, il faut organiser davantage ce qui se fait déjà sur le terrain, mais pas assez, organiser les producteurs en groupement, d'accord, en coopérative, pour transformer davantage, ce qui fait d'ailleurs de la valeur ajoutée à ces produits, et ça revient aux producteurs. Les producteurs gagnent encore énormément en transformant ces produits, ça leur facilite la conservation. Mais je crois, si je ne me trompe pas, que les greniers que nos parents ont dans les campagnes, dans les villages, c'est beaucoup plus pour servir à la récolte prochaine que pour la transformation. Je voudrais qu'on nuance un tout petit peu. Oui, justement, ces greniers, comme le nom le dit, c'est des greniers de type traditionnel. C'est beaucoup plus le stock à consommer, d'accord. On ne va pas oublier aussi le problème de bradage de ces produits. Juste après les récoltes, les parents bradent les produits. Parfois, il y a même le problème de marché d'écoulement et ils sont obligés de brader les produits. Alors, ces greniers, c'est beaucoup plus le stock à consommer par le ménage, d'accord, qui sont là. Et aussi la semence. Pour garder la semence. La semence pour comment on appelle, la prochaine culture. Donc, ils essaient de les plonger, bien les placer. Marcel, vous permettez, vous avez parlé tout à l'heure de normes de ces magasins qui devraient servir de lieu de stockage des produits agricoles. Quelles sont ces normes-là, rapidement? Comment est-ce qu'il y a des superficies? Je ne sais pas, à quoi est-ce que ça doit ressembler normalement et qui ne se fait pas encore chez nous? Oui, en réalité, je ne pourrais pas dire tout de suite toutes les normes et tout le contenu qu'il faut. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un minimum de conditions qu'il faut quand même pour entreposer les matières premières dans les magasins. D'accord? D'abord, le magasin est construit et bien aéré, bien espacé, comme je l'ai déjà dit. Et il ne faut pas aussi mettre les ressources, c'est-à-dire les produits alimentaires directement à même le sol. Non seulement avant de les mettre dans les sacs, il faut aussi les mettre dans des sachets et les fermer hermétiquement et bien espacés, bien rangés, de façon à ce qu'il y ait des allers-retours de l'espace qui sépare les rangées de produits. Autre que ça, il faut aussi contrôler de temps en temps, de façon périodique, ces produits qui sont entreposés là. Un peu ça. Il y a aussi des techniques ou bien les normes qu'il faut respecter en matière de construction de magasins qui ne sont pas à la portée de tous nos producteurs. On va revenir peut-être demain pour voir les aspects liés notamment à la façon dont il faut mettre en pratique ces moyens de stockage des produits agricoles. Merci. Merci beaucoup. Merci notre invité Fiacre Aladeye, que je rappelle est ingénieur agronome. Merci d'être passé, échanger avec nous autour de ce sujet qui quand même fait l'actualité, parce qu'il faut produire, comme je le dis, mais il faut produire, pouvoir conserver, pouvoir transformer pour assurer la sécurité alimentaire. Autre rubrique dans cette émission, après le monde agricole, voici pour vous Nature et bien-être avec Yasmine Damata. La trisomie 21 de la grossesse à la naissance, voilà le sujet qui sera débattu tout à l'heure avec Yasmine Damata et son invité, le docteur Alao Marofou Jules. Mais pas avant ceci qu'on regarde ensemble. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale.
Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus, et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%, je sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. La trisomie 21 de la grossesse à l'accouchement, oui, on va en parler, mais aussi et surtout de la prise en charge de ce mal-là qui touche une bonne partie des enfants. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir, Karamata Agbatao. Comment vous allez? Un plaisir de vous retrouver. Alors, notre pédiatre, il a réussi à se frayer quand même un chemin, parce que ce n'est pas facile, les pédiatres, ils sont souvent occupés, 24 heures sur 24, on le sait bien. Docteur Alao Marofo-Jules, bonsoir aussi à vous. Bonsoir, madame. Oui, alors on parle de la trisomie 21, de la prise en charge. Yasmine Damata, je vous laisse. Bonsoir, docteur. Hier, avec le gynécologue, nous avons parlé de la prise en charge. Non, pardon, pas de la prise en charge, mais de la grossesse. Déjà, on a parlé du diagnostic, la suivi de la grossesse de la mère. Avec vous, nous allons aborder la prise en charge tout en brossant un peu, parce que vous êtes aussi concerné quand il s'agit du bébé dans le ventre déjà. Comment se fait, vous, votre travail en ce qui concerne le bébé déjà dans le ventre de sa mère? Oui, merci madame la journaliste. Moi, je suis pédiatre généticien, donc je suis à cheval sur ce qui va sortir et ce qui sort réellement. Voilà. Donc de temps en temps, nous sommes saisis par les gynécologues obstétriciens pour nous dire qu'il y a une inquiétude à ce que l'enfant soit atteint d'une trisomie 21. Dans ce cadre-là, on met en place un suivi échographique particulier qui permet de voir un peu la morphologie de l'enfant. Donc on peut déjà suspecter pendant la grossesse, notamment autour de 16-20 semaines d'aménorrhée. Donc quand les signes sont francs dans les pays développés, et certains patients ici acceptent de faire un prélèvement de liquide amniotique. Et là, on fait un karyotype fœtal et on a la preuve formelle que l'enfant est porteur d'une trisomie 21. Et quelques rares fois, les parents interrompent la grossesse. C'est ce qui est pratique au plan international. Ce sont les parents eux-mêmes qui décident ou c'est sur conseil d'un médecin? Le médecin expose le devenir de l'enfant. Parfois, vous avez même le fœtus qui porte déjà des anomalies en termes au niveau du cœur et au niveau de malformation congénitale. Et par exemple, pour corriger les malformations congénitales du cœur, c'est 20 millions de francs CFA. Donc, si vous n'avez corrigé pas, donc l'enfant mourra avant 2 ans. Donc, on explique les choses avec humanité aux parents et c'est à eux de dire je vais garder la grossesse ou je vais l'arrêter. S'ils décident de garder, on les accompagne. S'ils décident d'arrêter, on les accompagne parce que ce n'est pas facile d'arrêter une grossesse, donc on fait l'accompagnement. Mais cette pratique qui devait être la norme normalement, elle est très peu pratiquée chez nous parce que nous sommes encore submergés par nos problèmes sociaux, nos problèmes de prise en charge au plan médical qui paye tout ça là et au plan de l'ignorance entre guillemets. Mais c'est surtout les enfants qui naissent que moi je vois la plupart du temps. Pour ces enfants, nous avions combien environ au Bénin déjà? Environ, on n'a pas de chiffre exhaustif. Ce qu'on peut dire, tous les ans, nous, on voit en moyenne 200 enfants tous les ans. Et, la consultation existe depuis près de 15 ans. Vous faites le calcul vous-même. Mais en général, il naît au Bénin entre 1200 et 1500 enfants porteurs de trisomie 21 tous les ans. Bon, ils sont dans la nature, on ne les voit pas parce que déjà venir à l'hôpital, ce n'est pas facile dans nos habitudes. Et après, payer les consultations, faire les bilans,
le chaotique qui permet de faire le diagnostic coûte 30 000 francs. Il y a des gens qui n'ont pas, depuis 6 mois, n'ont pas vu 10 000 francs. Dans même pas 5 000. Le pouvoir d'achat de tout le monde ne répond pas à cette demande-là. D'où l'enfant vient forcément trisomique. Voilà. La prise en charge, alors. Oui, la prise en charge. Oui. Parlant de prise en charge, quelle est la prise en charge qu'on donne à ces enfants quand ils sont nés? En réalité, quand nous voyons ces enfants-là, on leur apporte 3-4 choses. Première chose, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont tassés d'être trisomiques alors qu'ils n'en sont pas un. Donc la première chose, de faire le diagnostic physique et biologique au labo et d'expliquer le retour aux parents et de leur expliquer tout ce qui est autour. Deuxième chose, il faut exclure les malformations. C'est capital. Parce qu'un enfant trisomique sur 2 porte une malformation au cœur. C'est beaucoup. Voilà. Et tant que ce n'est pas corrigé, l'enfant ne passera pas 2 ans. Il décède au bout de 2 ans. Maintenant, ceux qui sont corrigés, on en a quelques-uns qui ont été corrigés, ça change la vie de tout ou rien. Donc, ceux qui n'ont pas de problème au cœur, c'est de les accompagner déjà en tant qu'enfant à avoir accès à tout ce que l'enfant doit avoir. Les accompagner également, le suivi, la croissance, le développement psychomoteur, la vaccination, l'alimentation, la scolarisation, que tous les enfants devraient avoir. On met au plus le paquet chez ces enfants-là et on leur apporte un soutien paramédical qui consiste à un suivi de l'orthophonie. Ils doivent apprendre à parler, ils doivent apprendre à se tenir, donc la kinésithérapie. Ils doivent apprendre à se comporter dans leur environnement, l'ergothérapie. Ils doivent apprendre à contrôler leurs émotions et les parents également dans la psychothérapie. Et après, il y a le conseil que nous leur apportons. Et à ces enfants et aux parents, les deux, les enfants grandissent. Quand ils n'ont pas de problème au cœur, ils sont très attachants, très coquins. Donc, c'est des enfants, même si beaucoup d'attention, d'amour, il faut bien les assister. Et les cas que vous recevez, que vous connaissez, docteur, c'est très souvent les enfants qui ont le problème de cœur ou bien c'est le contraire? Une fois sur 2, ils ont un problème au cœur. Je sors de la consultation maintenant, je viens du CNHU, j'en ai vu 3 aujourd'hui et 2 sur 3 ont un problème au cœur. Donc il y a un dont le problème est déjà connu. Là, on est en train de voir comment on va faire pour corriger. Et un autre, le problème n'est pas connu, mais il a déjà fait 2 pneumonies qui compliquent leur cardiopathie. Donc, il a rendez-vous chez son cardiologue dans une semaine. L'autre qui n'a rien et qui... Donc, ça fait déjà 2 sur 3, c'est beaucoup. Ce qu'on n'a pas dit, c'est très important, c'est les facteurs favorisants. Je ne sais pas si le gynécologue a insisté là-dessus. Vous pouvez revenir là-dessus. L'âge avancé des mères, c'est le seul facteur favorisant et qui est déterminant. Et dans notre consultation, 2 fois sur 3, les mères sont âgées. À partir de 35 ans là, la responsabilité de la maman, comme on l'a dit sur le plateau hier. De la maman et surtout des gynécologues, parce que les gens sont frileux à leur proposer le test à faire. Il ne faut pas. Si quelqu'un ne veut pas, il peut au moins il a l'information. Moi, je pense que le message qu'il faut passer, toute femme qui porte une grossesse doit dire est-ce que mon enfant a une trisomie 21 ou pas. Il faut qu'on réponde à ça. Mais pourquoi ça doit être cela la première question quand on est enceinte? Quand on est enceinte, quand on entend un bébé, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais pourquoi est-ce qu'on va tout de suite penser à un mal qui va traumatiser toute la famille? Non, il faut y penser parce que quand il est là, parfois c'est trop tard. Et on dépense beaucoup. Et on dépense beaucoup pour un résultat qui n'est pas évident. Mais en réalité, ce que je dis là, ce n'est pas que quand on suit... Est-ce que vous savez d'abord que les grossesses ne sont pas suivies? Les grossesses au Bénin ne sont pas suivies. Les échographies ne sont pas toutes les grossesses, docteur. C'est ce que je vous dis là. La majorité des grossesses ne sont pas suivies. Okay. Les gynécologues qui m'écoutent, les gens qui m'écoutent savent de quoi je parle. Les gens, ce n'est pas suivi. Le suivi n'est pas bon. Docteur, déjà dans le reportage qu'on vient de suivre, il est dit qu'ils ont une durée de vie réduite. Mais dites-nous, docteur, avec l'évolution de la science, est-ce qu'on peut accompagner ces enfants à vivre un peu plus longtemps? Oui, heureusement d'ailleurs. On a changé radicalement. Avant, ils ne dépassaient pas 30 ans, 40 ans. Maintenant, ils peuvent vivre 60 ans, 70 ans, à condition... Ah, mais c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ils vivent même plus que la moyenne d'âge des pays africains. Hein. Ils vivent longtemps, à condition d'avoir exclu les malformations et si elles sont là, de les corriger. Quand on les corrige, relativement, ils vivent comme tout le monde, même si le pronostic mental n'est pas très bon. Mais ils sont là et ils ont quand on prend un enfant, je dis, des standards internationaux. Un enfant qui n'a pas de trisomie, un enfant qui a une trisomie, il y a un petit décalage. On peut avoir
1 ou 2 ans de moins, ils ont un vieillissement qui paraît un peu précoce, mais globalement, ils vivent aussi longtemps que nous les Africains. Donc il faut savoir que, et c'est l'urgence d'exclure la cardiopathie, c'est là de la corriger. Quand on la corrige là, ils deviennent comme tout le monde et ils vivent 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans si le suivi est de bonne qualité. Mais je voudrais demander, allez-y, Yasmine Damata. Qui ont des enfants trisomiques, comment peuvent-elles accompagner leurs enfants pour qu'ils puissent réellement durer avant la première chose, c'est le suivi. Ceux qui viennent nous voir, parce que là, désolé de le dire, ils attendent des miracles. On n'est pas des faiseurs de miracles à l'hôpital. Donc, c'est une maladie génétique, donc on ne va pas aller corriger les gènes. Le problème est là, on peut accompagner, on peut améliorer. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les enfants, vous et moi, nous utilisons à peine 25% de nos potentialités cérébrales. Ces enfants-là, même s'ils ont 10% là, si on développe ça au maximum, on fait beaucoup de choses. On en a connu qui ont fait leur BPC en Europe. Mais à coût d'investissement, pour que les parents, donc il faut venir en consultation, il faut les suivre, il faut les dépister les complications, traiter, et ne pas chercher à savoir, dire qu'ils vont devenir comme les autres là. Non. Docteur, quand le mal il est déjà là, la trisomie 21, elle est déjà là, dans la prise en charge elle-même, quelle est la portion de paye qui revient aux parents? Je voudrais savoir. Les parents, ils payent tout comme tous les autres. Dans les deux cas, hein? Dans les deux cas, les parents payent tout. Comme les autres malades, si vous êtes malade là maintenant, là, je ne sais pas si l'ORTB vous donne une assurance. On avait pas les Béninois. On est assuré. On est assuré à l'ORTB. Je suis heureux pour vous, mais la population générale n'est pas assurée. Donc, s'ils ont un problème là, ils font face à tout. Nous, on fait l'effort d'essayer de demander aux collègues de leur... Donc, vous les appuyez beaucoup plus dans cet accompagnement psychologique, mental. Même on donne même de l'argent. Les gens peuvent témoigner. De nos poches, on a su des choses. Mais je pense qu'il y a des efforts à faire par nous-mêmes. Il y a des plaidoyers à faire pour... C'est parce que c'est un handicap. Ouais. Mais c'est un handicap particulier. Donc le ministère de la Famille, le ministère de la Santé, le gouvernement tout entier doit pouvoir accompagner. Merci beaucoup, docteur Yasmine. Je vous laisse clôturer votre rubrique. Nous invitons donc nos téléspectateurs. Il faut d'abord suivre la grossesse. Puis, après la grossesse, suivre également l'enfant quand on sait qu'il est déjà trisomique. Karamata Pataou, merci. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damata, docteur Alao Marofo, pédiatre généticien. Merci d'être venu, d'avoir accepté, sacrifier un peu de votre temps cette soirée pour nous apporter toutes ces informations importantes dans l'accompagnement des enfants trisomiques. Qu'on le veuille ou non, malade pour un pays, c'est une perte pour la nation. Moi, je vais juste demander aux uns et aux autres, à toutes ces âmes généreuses, de pouvoir aider ces personnes-là qui sont en manque de moyens. Merci beaucoup, docteur. Bon retour chez vous. Deux rubriques. En rubrique nature et bien-être, c'est refermé, vous avez compris, et on ouvre la rubrique Autant savoir. Savoir, on revient encore avec le même invité qu'hier, monsieur Arwangonou Fulgence, qui va nous parler du coaching des apprenants ou des enfants. Quel est le rôle ou la responsabilité des parents? Le temps d'installer notre invité, on va faire un tour à la régie et découvrir ensemble cet élément de victoire. Réussir l'exercice de coaching de son enfant, c'est contribuer d'une manière ou d'une autre à son succès scolaire. Les parents ont un rôle fondamental à jouer dans le suivi des apprenants. Cette responsabilité vise à motiver et à rendre l'enfant autonome. Les parents ont un rôle prépondérant dans cette fonction-là. Ils ont d'ailleurs la première place parce que c'est de là que nous viennent nos élèves, nos apprenants. Par exemple, à domicile, le parent doit pouvoir s'assurer de l'emploi du temps de son enfant afin de suivre ses mouvements, ses allées et venues. Parce que ça fait partie des plaintes que nous recevons tous les jours. Certains parents s'investissent dans le suivi de leurs enfants. D'autres, par contre, échouent dans l'exercice de ce rôle d'encadreur. Il est au CME, donc je l'aide à faire cet exercice
à ce qu'il apprend ses leçons. Je lui fais comprendre qu'il voit les grands hommes, qu'ils ont leurs voitures, qu'il y a des grands postes de responsabilité, qu'il y a des jolies maisons. Et pour avoir tout ça là, il faut apprendre, il faut être le meilleur de sa classe. Je me fais accompagner de mon épouse parce que l'aîné, déjà on lui fait savoir que c'est lui le grand frère, il doit être l'exemple pour le reste. Je crois que ça suit parce que déjà quand il rentre, la première des choses qu'il sait qu'il doit faire, c'est d'aller prendre une douche, il prend son goûter et puis il prend son cahier d'exercice. Parce que déjà à 22 h, il doit aller au lit. Malheureusement, beaucoup de parents ne le font pas. Et ils laissent, et en fin d'année, ils sont surpris de tel ou tel résultat. Il y en a même qui ne cherchent même pas à savoir si les bulletins de fin de semestre ou de fin d'année sont disponibles et distribués. Laurent Koumako encourage les parents à régulièrement s'intéresser au rendement de leurs enfants. Le parent a le devoir d'être régulier dans l'école, d'accord? Venir souvent, demander ce qui se passe, demander si l'enfant travaille bien. Et quand l'enfant sait que son parent est en contact avec l'école, eh bien, il se range, il se discipline. Tout comme l'enseignant, l'implication du parent est déterminante dans la réussite des enfants. Merci à Jennifer Sachivi pour la voix sur ce commentaire. Hier, Monsieur Awangono Fulgence, vous avez parlé avec Agnès Bello de l'apport du coaching pédagogique à la réussite de l'enfant. Voilà, aujourd'hui on va parler donc du rôle de comment est-ce que chaque parent essaie d'accompagner son enfant pour qu'il puisse devenir quelqu'un de très grand. Et vous avez suivi ensemble avec nous cet élément où à chaque parent, sa méthode bien donnée, une maman elle dit voilà, elle essaie de lui expliquer que pour devenir grand quelqu'un comme ce monsieur qui roule de sa grosse voiture, il faudra travailler énormément. Bonsoir d'abord, coach Awangono. Est-ce que c'est la meilleure méthode selon vous? Et vous savez, l'on ne donne que ce que l'on a. Et souvent, les parents, c'est l'éducation qu'ils ont eue, l'éducation pédagogique qu'ils ont eue, qu'ils essaient de transmettre à leurs enfants. D'où une sorte de variété de méthodes. Vous savez, quelles qu'en soient les méthodes, le plus important, c'est que l'enfant se retrouve en altitude. Parce qu'il y a plusieurs méthodes, et chaque enfant est spécifique. Mais ce que les parents doivent comprendre, ce qui est important, c'est qu'il ne suffit pas d'envoyer son enfant à l'école pour qu'il réussisse. Plusieurs parents font de la gestion déléguée en termes d'éducation, c'est-à-dire c'est l'école, c'est les répétiteurs, c'est les autres, alors que lorsque nous parlons de la réussite, c'est d'abord les parents. Mais est-ce qu'ils en sont conscients justement, ces parents? Nous sommes tous parents. Est-ce que la majorité sait que vraiment elle en est pour quelque chose quant à la réussite des enfants plus tard? La plupart des familles où nous sommes appelés à intervenir, la majorité des parents ne savent pas parce qu'ils pensent qu'il suffit d'envoyer vraiment l'enfant dans un meilleur établissement, mettre à sa disposition l'arsenal pour le suivi pédagogique, pour que l'enfant réussisse. La majorité, ils se disent que c'est beaucoup plus les moyens que de suivre l'enfant, que d'être présent pour accompagner. Ils se disent qu'il faut juste avoir les moyens qu'il faut pour obtenir les résultats qu'il faut, alors que non, il faut un suivi, il faut être de véritables parents acteurs pour pouvoir réussir, pour pouvoir accompagner l'enfant. Donc vous voulez dire par là, coach, qu'il ne faut pas mettre en avant les moyens financiers, tout ce que nous voyons aujourd'hui où l'enfant a son chauffeur, l'enfant a son petit déjeuner, c'est du croissant et tout ce que vous connaissez, c'est une école de nom, de renom et tout ça. Il faut d'abord mettre en avant autre chose, vous pensez? Oui, il faut nécessairement le suivi. Il n'y a pas que l'argent. Si c'était que l'argent, je me rappelle, l'enfant d'un grand président de la sous-région de la ville centrale a eu des difficultés, a eu du bac. Aujourd'hui, il a remplacé son papa. Donc, il n'y a pas que les moyens. Si c'était les moyens, les enfants des gens qui ont les moyens pourront réussir facilement. Et je dirais même plus parce qu'il y a les enfants des parents pauvres. Et là, je tire un chapeau à tous ces parents qui sont dans des hameaux, qui se battent pour l'avenir de leurs enfants. Ah oui, parce qu'ils ont compris qu'il faut suivre l'enfant, qu'il faut être disponible. Il ne suffit pas d'être présent, mais il faut être disponible pour pouvoir suivre l'enfant à chaque niveau du processus
socialisation de l'enfant. Mais quand vous parlez de disponibilité, nous savons aujourd'hui, M. Awangonou, que notre monde, il demande beaucoup. Le parent, il est très vite parti de la maison, déjà à 6h30, il quitte chez lui et il ne rentre que tard le soir. Alors, quel est ce moment de la journée il aura consacré à son enfant? Je voudrais vraiment savoir, de même que ceux-là qui nous suivent. Vous savez, tout le monde peut faire des enfants, mais éduquer un enfant, c'est un art. À partir du moment où c'est un art, ça demande de l'organisation. Puisque nous partons tous le matin et nous revenons le soir, ce qui est important, c'est de suivre l'enfant quand il rentre le soir. Parce que nous imaginons que lorsque l'enfant est à l'école, c'est d'ailleurs normal, qu'il y a un programme que l'enfant suit. Il y a un emploi du temps. Mais quand nos enfants ne sont pas à l'école, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le plus important. Quand l'enfant n'est pas à l'école, quel est son emploi du temps? Mais il y a une bonne partie de ces enfants, parce que justement les parents n'ont pas le temps, qui laissent leurs enfants à la cantine. Donc l'enfant aussi passe toute sa journée à l'école, un peu comme le parent qui est au boulot du matin jusqu'au soir. Je suis d'accord avec vous, mais le soir, l'enfant est censé être avec ses parents. Et c'est là qu'intervient le rôle des parents. C'est vrai que quand nous parlons des parents, on imagine que c'est deux personnes. C'est vrai qu'il y a des familles monoparentales. C'est de plus en plus courant. Mais quand nous sommes dans une situation que c'est deux parents, c'est deux personnes, il faut s'entendre sur le programme de chacun. Parce qu'il peut arriver que ce soit le père qui rentre tard ou bien la mère. Lorsque vous vous entendez sur votre programme, on sait celui qui rentre et celui-là qui pourra suivre les enfants, à pouvoir les organiser. Parce que nous avons dit hier que s'organiser, c'est pouvoir inscrire chaque activité dans le temps en fonction de ses objectifs. À partir de ce moment, quand l'enfant rentre le tard, quelle est cette routine organisationnelle que l'enfant met en place pour réussir? Qu'est-ce qu'il fait? Exactement, on y va. Lorsque l'enfant rentre, il y a un parent qui l'a dit tout à l'heure, j'étais content. La première des choses à faire, c'est de pouvoir se laver. C'est vrai qu'il y a de ces enfants qui mangent. Et je dis, c'est en fonction de l'âge, primaire, secondaire, et puis ceux qui sont en terminale et autres. Quand l'enfant rentre, soit si vous voulez, il mange, mais après, il faut que l'enfant se lave. Parce que quand nous nous lavons, nous retrouvons de l'énergie. Il y a une sorte de transformation qui permet à l'enfant d'avoir encore de l'énergie pour continuer. Parce que nous constatons qu'il y a deux types de manière de pouvoir s'opérer. Il y a de ces enfants, quand ils rentrent, ils continuent, mais il y a d'autres qui vont se coucher, ils ont de l'énergie, et c'est après, plus tard dans la nuit, qu'ils continuent. Chacun est spécifique et chaque enfant a ses méthodes. Mais est-ce que ça ne fait pas trop justement pour un enfant qu'en plus de l'assommer des cours sur des cours, des chapitres sur des chapitres, il rentre à la maison et le parent qui vient aussi appuyer, parfois on ne se retrouve pas toujours. Non, vous savez, ça dépend. Et ça dépend des objectifs. Lorsque l'enfant ira se laver, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que l'enfant soit au primaire, c'est-à-dire même maternelle, CICP, ce n'est pas la même chose quand c'est le CM2 ou c'est le secondaire. Qu'est-ce que je peux dire par là? Les plus petits, quand ils rentrent, ils se lavent, il y a un temps de latence, il y a un temps de repos. Ils vont pouvoir se reposer. Et c'est après qu'en fonction des exercices qu'ils ont eu en classe, les parents pourront les aider. Ou quand bien même le maître d'études, le répétiteur est là, je dis souvent que le répétiteur est là pour un second niveau de compréhension. Il faut prendre l'enfant et l'amener lui-même à faire d'autres exercices parce que c'est ce que l'enfant va faire lui-même. Encore qu'il faut que ce parent qui doit suivre l'enfant à la maison ait une idée ou comprenne le cours reçu par son enfant. Les expériences ont démontré que la plupart des autorités que nous avons, nous autres aussi, il y en a qui ont eu des parents qui ne comprenaient rien, pourtant prenaient le cahier, même tenaient ça à l'envers et ça pour amener l'enfant à... Vous savez, c'est la présence. Voilà. Vous savez, je préfère encore beaucoup plus ce mot, la présence de façon continue du parent. La présence et la disponibilité, parce qu'on peut être présent et ne pas être disponible. La présence et la disponibilité. Quand vous êtes présent et que vous êtes avec votre smartphone, vous êtes absent. Vous êtes absent. Donc la présence et la disponibilité pour suivre ce que l'enfant inscrit dans le temps en fonction de ses objectifs. Alors, je voudrais savoir, avant de vous laisser partir, lors des séances de coaching, sur quelles sont les aptitudes que vous attendez des parents, rapidement, en 30 secondes? Ce que nous attendons souvent des parents, c'est le grand suivi, c'est aussi la motivation. Parce qu'on n'en parle pas souvent. Il est important de montrer à l'enfant qu'il a la capacité de se retrouver en altitude, mais déjà dans son quotidien. Si vous voulez que votre enfant travaille à l'école et qu'il n'a pas encore le rendement, et que l'enfant dans son quotidien, votre enfant balaye, il faut lui dire, mais très bien, tu as bien balayé aujourd'hui, c'est très bien. Si tu as la capacité de bien faire les choses, alors tu peux aussi bien faire tes exercices. Merci beaucoup, M. Fulgence Awangonou. Je rappelle, puisque vous étiez déjà hier avec nous dans la même rubrique Autant savoir, je rappelle que vous êtes coach en éducation parentale. Merci beaucoup d'être passé nous voir pour cet appui, ce plus dans l'éducation
de nos enfants. Il est 19h45, vous avez compris, puisque vous êtes un habitué du grand rendez-vous. C'est l'heure du journal Nadège Sognon. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'Agence nationale de la météorologie du Bénin fournit au quotidien les prévisions du temps, mais elle reste encore peu connue du public. Pour se donner plus de visibilité, des journées portes ouvertes ont été initiées à Cotonou. C'est une anomalie congénitale provoquée par la présence d'un chromosome de la 21e paire. La trisomie 21 est fréquente chez les femmes enceintes en âge avancé. Plus de détails dans un instant. Le théâtre divertit le spectateur, mais l'éduque aussi. En ce jour de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, les acteurs de la scène béninoise s'interrogent sur la promotion de ce art et son rôle dans le développement. La météorologie est la science qui étudie les phénomènes atmosphériques. Sa pratique permet à l'homme d'établir les prévisions, le soleil, la terre et le temps. C'est bien ce thème qui a été retenu cette année par l'Organisation mondiale de la météorologie. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration. L'occasion a été mise à profit par l'Agence de la météorologie pour organiser des journées portes ouvertes. Louis Koudogbo et notre compagnie. Quel temps fera-t-il demain? C'est une question que chaque individu se pose ou devrait se poser en vue d'une bonne planification de sa journée. Pour ne pas se laisser surprendre par les aléas climatiques, consulter la météo devrait être un geste quotidien. Bien qu'étant un domaine de prédiction du temps par excellence, elle est loin d'être une science exacte. La prévision météorologique est probabilistique. Il ne s'agit pas d'un produit qu'on peut mettre dans une boîte pour faire des tests, voir si c'est bon ou c'est pas bon. Nous tenons compte des statistiques, des phénomènes locaux que nous observons, des images satellitaires qui nous parviennent pour faire les prévisions. Du fait de ce que nous ne pouvons pas maîtriser l'atmosphère. La prévision a toujours une marge. Même si tu es sûr à 100%, tu ne vas pas donner une probabilité de plus de 70%. Des équipements aussi divers que variés permettent d'étudier ces différents éléments du temps. Ici, vous avez l'ensemble vent qui est composé de l'anémomètre que nous avons au-dessus et de la girouette. L'anémomètre permet d'avoir la vitesse du vent et la girouette la direction du vent. Nous avons des pluviomètres en zinc, nous avons des pluviomètres automatiques. Celui-ci il est manuel en fait et nous l'appelons paysan parce que ce sont des pluviomètres que nous distribuons en fait pour qu'ils aient une certaine idée de la pluviométrie dans leur champ. Commémorer chaque 23 mars la météorologie pour l'exactitude des informations tient compte des paramètres comme le soleil, la terre et le temps. La Terre, c'est la troisième planète la plus proche du soleil. Et de plus en plus, quand on parle de changement climatique, certains se demandent si c'est le soleil qui est en train d'augmenter sa brillance. C'est nous, humains, de par nos activités, qui polluons l'atmosphère, qui émettons des gaz à effet de serre, qui empêchent le rayonnement incident d'être suffisamment diffusé, et donc ça reste dans la basse couche de l'atmosphère et ça a pour conséquence le réchauffement de la Terre. Au Bénin, la structure en charge de ces prévisions est Météo Bénin, une structure publique créée depuis 2016 mais qui reste inconnue du grand public. Voilà pourquoi 3 jours sont retenus par ses responsables pour la faire connaître et découvrir au grand public ses équipements et installations techniques et aussi à travers des communications et des échanges B2B. Toutes les femmes peuvent porter un fœtus avec la trisomie 21, aussi connue sous le nom de syndrome Down. Cette pathologie est comptée parmi les anomalies chromosomiques les plus fréquentes. Le risque d'avoir un enfant trisomique augmente lorsque la femme
enceinte est plus âgée. Comment fait-on le dépistage de cette maladie? Suivons cette interview réalisée par Edwige Agosso et Lazare Migan. C'est une anomalie chromosomique congénitale. Qu'est-ce qu'on voudrait dire par là? C'est que les chromosomes sont les éléments constitutifs de la cellule et c'est ça qui donne l'identité génétique de l'homme, n'est-ce pas? Donc il y a une anomalie au niveau de d'un de ces chromosomes chez la personne qui porte la trisomie. Une trisomie 21 est systématiquement liée à l'âge de la femme enceinte. Donc le risque est de plus en plus élevé quand l'âge est plus élevé à la conception. Concrètement, une femme qui a 20 ans à la conception a un risque de 1 pour 1500. Par contre, une femme qui a 30 ans a un risque qui est autour de 1 pour 900, alors qu'à 35 ans, c'est 1 pour 300 et à 40 ans, c'est 1 pour 100. Il y a le suivi échographique au cours de la grossesse qui permet d'avoir des signes de risque. Donc, dès 11e semaine d'aménorrhée, on peut faire la mesure de la clarté nucale qui, lorsqu'elle est anormale, autorise à faire le dépistage sanguin. Et le dépistage sanguin, c'est une série de prélèvements sanguins que l'on va faire à la femme entre la 11e et la 13e semaine. Faire l'amniosynthèse, c'est-à-dire le prélèvement du liquide amniotique pour l'analyse génétique, ce qui va permettre d'établir le karyotype. La communauté internationale célèbre ce 27 mars la journée mondiale du théâtre. Occasion pour les acteurs de la scène béninoise de faire l'état des lieux vu la place inclusive que le théâtre occupe dans le développement d'un pays. Il s'intéresse de plus en plus à la question de la formation et du professionnalisme dans ce secteur. Des précisions dans ce reportage de Ulvaeus Balogun et Rebecca Achinako. Je voudrais tant que vos délicates lèvres cessent de répandre l'infamie. C'est un divertissement, mais aussi un moyen d'éducation morale. Le théâtre, né sur le parvis des églises au Moyen-Âge, a pour but principal de divertir le public, de le détourner momentanément de ce qui l'occupe, le temps d'une représentation. C'est une expression par représentation des bouts de vie dirigés et mis en place par un metteur en scène, écrit par un dramaturge et porté par des acteurs. Et donc c'est des bouts de vie, mais pas dans la réalité, c'est leur représentation. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. La pratique du 4e art, très tôt répandue au Bénin, grâce aux missionnaires, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, le secteur est partagé entre professionnalisme et nonchalance. Je sais qu'il y a eu beaucoup moins de représentations théâtrales ces dernières années. Il y a aussi une sorte de léthargie, une paresse au niveau des artistes de ce secteur. Ça, il faut l'avouer aussi. Mais le théâtre se porte bien malgré tout ça parce que les plus passionnés continuent leur travail. Aujourd'hui, on peut comprendre que les corps de métier au sein du théâtre se sont davantage développés. Aujourd'hui, au théâtre, on a des metteurs en scène, on a des dramaturges affirmés, on a des acteurs, on a des décorateurs. Et donc, tous ces compartiments, de plus en plus, sont mieux pourvus qu'il y a 20 ans, qu'il y a 25 ans, qu'il y a 30 ans. Même si des prouesses sont faites par les acteurs culturels pour remédier à certains maux, le travail à abattre pour assurer la relève préoccupe. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. C'est d'autant
la question d'un mieux vivre, d'un travailler ensemble, que généralement, nous les Béninois, nous n'avons pas à planir les petits problèmes des associations, faire en sorte que la question du théâtre soit l'essentiel. À présent, qui suis-je? Des enjeux que les acteurs de la scène béninoise tentent de surmonter à travers un décloisonnement du théâtre. En Afrique, les startups ont réalisé des levées de fonds de montant global de 1,16 milliard de dollars, soit environ 580 milliards de francs CFA en 2018, un montant en hausse de 108% par rapport à 2017. Selon un rapport du Fonds de capital risque Partech Africa, publié le 22 mars dernier, ces levées de fonds ont été réalisées par 146 startups réparties entre 19 pays du continent. L'écosystème tech africain se renforce chaque année de manière considérable et les entrepreneurs africains ont fortement gagné en attractivité, ont commenté Cyril Colomb et Tidjane Ndeme, tous deux associés de Partech Africa et co-auteurs du rapport. Les maladies émergentes et réémergentes constituent une menace pour l'Afrique. Pour y faire face, la Coalition africaine de recherche, d'intervention et de formation mise sur les ressources locales. Ses membres ont été outillés à l'issue de l'Assemblée générale de la coalition à Dakar. Constance Ndiame, Aram Ndao. Ces 10 dernières années ont été marquées par l'émergence d'épidémies dans le continent africain, emportant beaucoup de pertes en vie humaine. En 2014, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, affectant particulièrement la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Selon l'OMS, plus de 28 000 cas ont été comptabilisés avec 11 300 décès enregistrés entre décembre 2013 et janvier 2016, soit près de 7 fois plus de décès en 25 mois que depuis l'apparition de la maladie en 1976. Face à ces pandémies régulières et inattendues, la prévention reste le moyen de lutte le plus efficace, l'Afrique étant une zone très exposée. Avoir un système de santé qui est faible, lié à notre situation économique, mais aussi au fait qu'on n'a pas assez de ressources humaines dans ce domaine. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'Afrique connaît des guerres et connaît un certain nombre de conflits qui en font que ces pays sont considérés comme des pays vulnérables. La troisième raison, c'est que, vous savez, en Afrique, on a toute une végétation qui est très fertile, dans laquelle logent beaucoup de virus connus et pas connus et des pathogènes. Et ça peut faire que on a souvent dans une position d'opportunité. Donc quand vous mettez aussi un dernier point qui est la démographie, l'Afrique est un des continents qui grossit le plus. Ebola, Zika, entre autres épidémies ont fait des ravages avec beaucoup d'impacts économiques et sociaux. Pour ne pas être victime, le Sénégal a pris des mesures. Au niveau du Sénégal, il y a toute une série d'activités qui ont été mises en place avec un nouveau centre comme l'IRSEF, avec aussi des acteurs comme l'Institut Pasteur qui étaient dans ce domaine depuis un certain temps, mais au niveau de l'université et au niveau des alliances sous-régionales avec l'OAS, toute une démarche qui a pour but de renforcer notre région et particulièrement notre pays. Avec un système sanitaire déficitaire, l'Afrique, à travers Alerte, veut gagner le défi de la prévention. Cela passera nécessairement par une synergie des actions. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Voilà, on continue le plateau et le grand rendez-vous amorce la descente. La dernière rubrique, on va la faire avec Marcel Lefond de tous les mercredis, ou bien la plupart des mercredis dans le grand rendez-vous. Espère. Voilà, nous sommes mercredi et c'est connu, on reçoit Marcel Lefond qui est un coach qui accompagne les gens dans la réussite à toucher la cible. Pourquoi pas? Alors Marcel Lefond, bonsoir.
Bonsoir, Karamel. La pleine forme, j'imagine, ce soir. Naturellement, la parfaite santé, comme l'aurait dit mon cher ami Axiom. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, il n'y a que le sujet qui nous réunit, vous et nous, c'est autour de la parole. La parole étant un vecteur. La parole, un vecteur de réussite, tout simplement. On se pose la question de savoir comment est-ce que la parole peut jouer ou peut être déterminante dans la réussite d'un individu. Alors, merci déjà pour le choix de ce sujet qui est très important. Comme vous devez l'imaginer, j'ai eu du temps quand même au cours du travail que je fais avec les gens à découvrir que la parole a une très grande importance. Au point où aujourd'hui, carrément, avant de démarrer un travail lié au changement de quelqu'un, je commence en fait à ressasser alors quelle est sa relation avec la parole. C'est pour dire en fait, au début, comme le dit d'ailleurs même la Bible, la parole au départ était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu, et la parole s'est fait chair et est devenue une personne ou une réalité. Et c'est tellement vrai, c'est tellement concret que lorsque vous voyez un enfant et qui va à l'école, il dit « je veux ressembler à ce tonton-là ». Elle dit « je veux ressembler à cette tata-là ». Il dit « je veux devenir aussi un grand succès comme telle personne ». Donc le simple fait de penser et après la pensée, le sortir de la bouche, ça peut être une réalité. Mais c'est d'abord même le début de tout. C'est d'abord le départ de tout. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer en fait. La parole en fait dans la vie d'un être humain, c'est comme à un moment donné, vous vous retrouvez en fait sur une voie et il y a 1000 autres devant vous. Ok? Alors il faut choisir. Il faut choisir la parole, il faut choisir les expressions, il faut choisir les mots, il faut choisir un chemin, il faut choisir un état d'esprit. Mais ce chemin, ces mots, cet état d'esprit alors devrait pouvoir commencer quelque part par la parole. Alors, en le disant même, on commence à se convaincre. Les philosophes disent souvent que la pensée est à l'état ou à l'étape de la fermentation. Lorsque vous pensez à quelque chose, si la chose est tellement claire, tellement précise, en vous, vous devez pouvoir l'exprimer avec des mots. Et des mots bien précis. Bien précis. À partir du moment où vous n'arrivez pas à exprimer cela avec des mots, ça veut dire que alors cette idée, cette pensée est encore à l'étape de la fermentation pour emprunter les mots des philosophes. Ce qui veut dire, ce que vous commencez à exprimer, à dire, ça veut dire que vous avez quitté déjà l'état d'esprit, le niveau d'état d'esprit, le niveau alors de l'inconscient. Et c'est-à-dire, coach Fon, que quand on extrapole cette étape du verbe, à travers la bouche et tout ça, est-ce que ce qu'on est voué à l'échec, tout ce qu'on veut entreprendre? Parce qu'il faut déjà avoir une idée et tout ce que nous avons comme idée n'est pas forcément dit par la suite. Il y en a qui ont leurs idées et qui, après l'idée, dans leur tête, ils passent directement à l'action. Et c'est-à-dire que ces gens d'individus-là, leurs initiatives sont vouées à l'échec. Mais c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait simple. Lorsque vous arrivez à dire quelque chose, ça veut dire que vous avez pu penser la chose. Ça veut dire que vous l'avez préparé. Vous imaginez plusieurs fois, vous avez envie de sortir de votre maison, vous voulez sortir de votre maison toute belle, alors vous êtes devant votre miroir et vous dites, mais Karamat, que tu es très belle aujourd'hui, tu as fait un très beau maquillage. Et tu vois, là, je parle à moi-même, oui, je soliloque devant ma glace, je dis, voilà, je suis très belle. Mais ça te rassure et ça commence en fait à montrer quelque chose même qui n'existait pas en toi. Lorsque tu sors dans la rue, le fait même que tu t'es convaincu déjà que tu es très belle, que tu es très présentable, alors tu marches en tant que tel et que tu assumes, même si il y avait des choses qui n'étaient pas bien sur toi, tu commences à les assumer. Et ce qui était au départ, ce qui n'était pas au départ bien, par la parole, tu as réussi à le positiver et tu l'as assumé et quelqu'un commence à te dire mais que tu es très belle. Donc on peut facilement, oui, allez-y monsieur. Et pourtant, ce n'est pas pour autant beau, ce n'est pas pour autant ce que tu veux, mais puisque tu as réussi par la parole à te convaincre d'abord toi-même, alors tu assumes ta posture et dehors les gens commencent à voir ce que tu veux qu'ils voient. Mais de l'autre côté, la raison d'ailleurs pour laquelle on devrait aborder la question sur la parole aujourd'hui, c'est que des gens utilisent cette même parole pour détruire leur vie. C'est inimaginable. Comme je l'ai dit,
La parole... Mais comment est-ce que j'ai du mal à y croire? Comment est-ce qu'on peut utiliser les mots, les verbes pour s'auto-détruire ou détruire les autres? Alors, vous voyez, la parole est tellement facile, mais son caractère naturel est tellement spirituel que lorsque tu l'utilises mal, tôt ou tard, ça retourne vers toi-même. Vers toi-même. Lorsque tu fais que utiliser ta langue pour maudire, pour médire, pour mal parler des autres, alors tu ne fais que sortir ce qui est en toi. Alors, comme le disent les connaisseurs, ils disent « Aucune parole ne reviendra vers toi sans avoir déjà atteint son objectif ou commis ce que tu as voulu. » Voilà. Donc, chaque mot, chaque expression a une puissance, a une force. Maintenant, au-delà, il y en a qui pensent en fait qu'il faut juste prononcer des paroles. Il y a des paroles qui n'ont pas de sens, il y a des paroles qui sont vides. La parole parfois de la limite. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si une parole, elle est vide ou elle ne l'est pas? Mais il faut voir la vibration qu'une parole transmet. Quand vous voyez quelqu'un qui est sérieux et qui prononce un mot, vous voyez la sincérité à travers l'énergie, la force qu'on trouve dans ce mot-là. Par contre, et c'est de là qu'on parle de sincérité, je crois bien. On parle de sincérité, mais on parle de vibration parce que la parole, ça devient comme un coup de canon. Voilà. Lorsqu'elle sort, alors elle va toucher juste le but. Et quand cette parole peut toucher le but de façon précise, quand cette parole peut toucher à bout portant un objectif que vous avez fixé, on dit que votre parole a de la puissance. Et maintenant, il y en a qui savent bien le manipuler, qui savent créer des conditions pour que leur parole puisse toucher alors un but précis. On dira qu'ils se sont conditionnés, qu'ils se sont préparés à travers beaucoup de méthodes que vous connaissez. Justement, alors, oui, mais je connais, peut-être pas dans l'entièreté, ceux qui nous suivent également. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, puisque c'est la tribune pour... Oui, lorsque vous voulez rendre, par exemple, votre parole, vous voulez transformer votre parole comme un coup de canon, alors il faut rester dans des états de pureté. Voilà. Un état de pureté, par exemple, c'est un état de privation. Lorsque quelqu'un décide, par exemple, de donner du sens, du contenu, de l'énergie à sa parole, alors il se prive. Quand je parle de privation, c'est refuser à se faire du plaisir. C'est refuser à manger peut-être quelque chose que vous aimez prendre pour vous faire du plaisir, mais vous sacrifiez cela pour que votre parole puisse avoir du sens, de la puissance, que votre parole soit pure. Et que vous soyez source de vibrations positives. Que vous soyez source de vibrations positives. Ça, c'est au point de vue spirituel. Mais au point de vue matériel, on peut donner du contenu à sa parole en faisant un bon plan, en choisissant un chemin, en décidant quelque chose et en renonçant à quelque chose d'autre. Quelqu'un peut dire, moi je deviendrai suffisamment puissant que le jour où vous êtes avec moi et que vous avez un problème, votre problème est résolu à plus de 90% simplement parce que je deviendrai très puissant. Je vais peut-être vous surprendre, Monsieur Effron, je vais peut-être vous surprendre, mais je sais que dans le lot, il y en a toujours qui ont eu de belles pensées, il y en a toujours qui sortent de belles paroles, mais quand on fait le point à l'arrivée, on ne voit pas le résultat. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors à quel moment il y a eu échec? Alors, il y a beaucoup de paroles vides, comme je viens de le démontrer. Une parole est vide. Non, mais qui sont sincères, hein, qui sont sincères envers eux-mêmes, envers les autres, mais avec qui ça ne prend souvent pas, qui n'ont pas les résultats qu'ils recherchent au départ. Oui, la sincérité de la parole ne se trouve pas dans la précision de ces mots. Oui, votre parole est bien sincère, mais ce n'est fondé sur rien. Voilà. Lorsque moi, je vous dis, je deviens tellement puissant que lorsque vous êtes avec moi et que vous avez un problème, le problème est résolu d'avance à 90%. Cela suppose que j'ai des plans. Cela suppose que je sais sur quoi je veux me baser. Cela suppose que je suis prêt à payer le prix pour devenir quelqu'un de puissant. Voilà. Cela suppose que je suis prêt à prendre des risques pour évoluer dans ma carrière, pour évoluer dans la vie, pour devenir quelqu'un de meilleur. Voilà. Cela suppose que, simplement, alors, j'ai travaillé sur moi pour être une personne complète et confirmer ce que je dis par la parole. Ce qui veut dire, on l'a dit plusieurs fois sur ce même plateau, il ne suffit pas de prononcer la parole. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais je suis un coach, ou mon coach m'a dit de faire des affirmations. Et tous les matins, au réveil, quand on saute du lit, on dit, ah, mais je vais être, je ne sais pas, président. On dit, je suis le président. Je dis n'importe quoi, peut-être. On est le président de la République. Voilà. Sa vie va évoluer de mal en pire. Voilà, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est parce que la parole n'a pas de contenance. Une bonne parole qui doit avoir de contenance, c'est une parole qu'on a choisie parmi tant d'autres. Et on a choisi parmi tant d'autres simplement parce que on a. Est-ce que c'est pas aussi ne pas trop chercher, ne pas trop viser, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre? Non, non. Lorsque je décide, que cette journée soit une journée merveilleuse, cela suppose que très tôt le matin,
j'ai pu m'offrir le minimum pour me conditionner physiquement. Voilà. On ne peut pas vouloir avoir une journée merveilleuse lorsque tu prends les escaliers pour monter. Ok? Après les premiers pas, tu es obligé de te rabattre alors sur les garde-fous. Cela suppose que oui, tu as la volonté, tu as des paroles, mais tu n'étais pas préparé physiquement. Alors, on ne peut pas... Comme quoi, c'est un tout, hein, Marcel Effon, c'est un tout. Oui, je dis c'est un conditionnement. Voilà. Et lorsque vous êtes prêt et que la parole sort, alors ça sort avec beaucoup de contenance. Et ces contenances-là font qu'aucune parole ne vous revient sans avoir commis son effet. Et à partir... Oui, allez-y, je vous laisse terminer votre idée. Et je voudrais dire, il faut un mélange de conditionnement pour que la parole devienne une vérité. Et à quel moment on peut le savoir? À quel moment on peut le savoir? À quel moment la parole peut se nouer à l'action? La parole rejoint l'action lorsque vous êtes préparé, lorsque vous avez choisi, lorsque vous avez fait un plan et que vous êtes capable de dire non à quelque chose et dire oui à quelque chose d'autre. Il y a des gens qui vous disent « je veux devenir un avocat » lorsqu'ils sortent pour aller au cours. Et c'est en même temps votre mot de la fin, hein, monsieur Effon, parce qu'il nous reste à peine 30 secondes. Il n'y a pas de souci. Lorsqu'ils sortent pour aller au cours et ils voient un médecin en blouse, ils disent « mais c'est plus beau d'être en blouse ». Alors, il s'inscrit au même moment dans une faculté. À la faculté on peut l'aider de médecine. On peut l'aider à devenir médecin. Bon, même si c'est faux ce que nous disons, ce n'est pas évident que tu puisses t'inscrire dans une faculté de médecine, Marcel même moment être dans une faculté pour devenir avocat. Je vous amène à chuter. C'est pour vous dire, la puissance de la parole est un conditionnement. Si on vous dit... Merci beaucoup, Marcel Effon, pour ce temps d'échange. C'est vraiment intéressant avec vous. C'est souvent comme ça. On aura le temps de revenir parce qu'en 15 minutes, je ne crois pas qu'on ait vidé tout le contenu de ce sujet où on parle de la parole qui agit sur les résultats plus tard. Chers amis téléspectateurs, le grand rendez-vous, nous sommes mercredi et vous le savez, nous avons la visite comme ça. Il vient les lundis, il vient mercredi, il vient vendredi. C'est Adonis Bouon. Nous sommes dans ActuWeb. ActuWeb, Adonis Bouon qui me file rapidement ces informations et je vois là que vous avez pu glaner pour nous 4 informations importantes, je l'espère. Je n'ai pas eu le temps de voir le contenu, mais je compte sur vous parce que vous êtes toujours à l'affût de tout ce qui peut accrocher, tout ce qui peut retenir l'attention de nos chers amis téléspectateurs. D'abord, bonsoir quand même. Je suis très gentil, moi. Bonsoir, Adonis. Gentil, bonsoir, Karamat. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà. Alors, nous commençons par la balance. Ton hôpital, j'arrive pas vraiment à lire. La première information, c'est nous allons directement en Tunisie. Voilà. Où 15 nouveaux-nés sont décédés dans un grand hôpital public à Tunis entre le 6 et le 8 mars. Cette information, cette activité ou bien cette nouvelle, nous pouvons dire, cette triste nouvelle, a amené le ministre de la Santé à démissionner ainsi que des enquêtes ont été ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis, puisque c'est vous qui êtes allé chercher l'information? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la commission d'enquête n'a pas révélé totalement tous les résultats. Sinon, c'est juste qu'ils sont décédés selon quelques informations qui ont été sorties d'une injection contractée lors de la nutrition. En fait, comme ce sont des nouveaux-nés, on les a injectés les produits nutritifs intraveineux afin qu'ils puissent s'alimenter. Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin ou bien ils n'ont pas atteint la maturité avant de venir au monde? Ces détails, je creuse juste pour qu'on puisse comprendre. Cette question, je ne pourrais pas te répondre. Voilà. Et juste que l'information que je porte, ce n'est pas lié à ça, c'est juste la campagne qui a été lancée en Tunisie qui est Balance ton hôpital pour s'indigner contre les mauvaises conditions hygiéniques dans les hôpitaux en Tunisie. En fait, cela a été lancé et beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires ont fusé sur la toile. Oui, sur la toile. Le hashtag est devenu viral. Le premier commentaire, c'est celui de Imen Bouguiba qui montre avec des images l'état catastrophique à l'hôpital de Rabta, c'est un hôpital tunisien. Toujours, il y a eu une page qui a été créée juste pour pouvoir recenser toutes les publications Balance ton hôpital. Et il demande sur cette publication de faire des photos et de les publier en anonyme afin qu'ils puissent montrer l'état de dégradation, de saleté, de pollution
des différents opérants hôpitaux. La question apparemment est d'actualité un peu partout dans le monde alors, parce qu'on dénonce aussi le fait ici où il y a certains hôpitaux qui ne répondent pas toujours aux normes, où c'est l'insalubrité, où les malades sont parfois couchés à même le sol et on se demande s'ils y vont pour se guérir ou bien pour, je m'excuse, rejoindre la tombe. Hein. Nous continuons toujours avec Ngolo Jim, qui estime que c'est une bonne initiative des Tunisiens avec le hashtag Balance ton hôpital, d'imaginer la version ivoirienne et celle de vos pays respectifs. Voilà. Il faudrait que nos dirigeants qui ont la possibilité d'aller se faire soigner à l'extérieur comprennent que la santé est prioritaire. Et que tout le monde a droit à la santé. Ah oui. Parce que la nation, pour se développer, a besoin de tout le monde aussi. Hein. Du simple menuisier qui est dans une ruelle quelque part. L'accès à la santé, c'est un droit fondamental. Voilà. Merci beaucoup, Adonis. Avec le hashtag Balance ton hôpital, les jeunes médecins tunisiens témoignent d'un manque de moyens, de défaillances techniques dans le secteur de la santé publique. En fait, ce hashtag regroupe aussi bien les mauvaises conditions hygiéniques, les différentes difficultés dont les médecins doivent faire face pour pouvoir sauver des vies. J'espère juste une chose, qu'à la fin de tout ce mouvement, qu'on aura quand même une évolution dans les conditions dans ces hôpitaux en Tunisie. C'est ça l'impact des réseaux sociaux. Aussi, les dirigeants de ce pays n'arrivent pas trop, on parle aussi de notre pays, n'arrivent pas trop à se mettre, ça dépasse même les frontières, ce qui fait que d'autres personnes, d'autres peuvent apporter assistance à cela. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à autre information après cette information? C'est juste les images qui défilent. Là, vous allez voir des poubelles qui sont entreposées dans les hôpitaux, l'état de dégradation des infrastructures, les conditions d'hygiène déplorables, le manque de personnel et les structures surchargées. Des images quand même qui choquent. Hein. Pas assez choquantes, mais c'est juste non, mais ça vous capte, ça vous retient. Et donc, du coup, ça peut vous choquer parce qu'un lieu, un hôpital, c'est pour se soigner. Oui. Ce serait intéressant si aussi le Bénin pourrait entrer dans cette dynamique avec le hashtag aussi Balance ton hôpital, où on va dénoncer certaines conditions hygiéniques parce que ça part de nous-mêmes d'abord, la condition d'hygiène. De chacun. Ouais. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième information qui s'intéresse à Kémy Séba, ce panafricaniste. Oui, le panafricaniste qui a été arrêté hier en Côte d'Ivoire. L'information qu'on porte juste est qu'il a été retourné au Bénin, donc il doit être déjà sur le territoire béninois depuis hier. C'est juste une information qu'on pouvait passer. On lui souhaite la bienvenue parce que nous sommes un pays hospitalier. Oui, nous sommes un bon pays, un pays où coule le lait et le miel, j'aime bien le dire. Troisième information, une mauvaise blague sur Twitter qui fait bloquer des comptes. C'est vrai. Sur Twitter, beaucoup de personnes, en voulant se prêter à cette blague, ont vu leur compte bloqué. De quoi s'agit-il? Une information à circuler que si vous diminuez votre date de naissance jusqu'en 2017, vous pouvez débloquer de nouveaux thèmes. Si vous diminuez vos dates, en 2007, pardon, si vous diminuez votre date de naissance jusqu'en 2007, ça fait 13 ans. Jusqu'à 2021, ça fait 13 ans. Donc, l'âge minimum pour s'inscrire sur Twitter, c'est 13 ans. Donc, automatiquement, quand vous allez diminuer votre âge, votre compte est bloqué. Ça vous ramène à zéro, zéro âge, genre un bébé ou un fœtus, quoi. C'est-à-dire, vous voyez en l'espace d'un clic, quelques secondes, de 13 ans à un bébé. Pour s'inscrire sur Twitter, il faut vraiment avoir 13 ans. Donc, quand vous changez votre date de naissance sur Twitter, que vous ramenez en 2007, là, ça veut dire que c'est ainsi que vous n'avez pas 13 ans. Donc, mais comment ils ont pu tomber dans ce piège-là? On est toujours intéressé par des nouveautés sur les réseaux sociaux. Donc, on a dit qu'il y avait de nouveaux thèmes, des thèmes cachés. Donc, c'est comme si on dit, derrière la porte, là, il y a quelque chose. Donc, beaucoup vont aller se relier et ils ont vu leur compte bloqué. Bon, j'espère que la blague ne va pas durer tout le temps et qu'on va leur permettre quand même d'ouvrir à nouveau. Twitter est revenu pour démentir cela, qu'il n'y a pas de thème caché et qu'il incite les gens à ne plus tomber dans ce piège. Qu'il n'y a pas de thème coloré. J'ai raison, hein, c'était un piège. Néanmoins, ceux qui ont leur compte bloqué devront suivre un processus qui devront d'abord contacter le support de Twitter, ensuite produire une carte d'identité qui prouve leur vraie date de naissance. Voilà. Là, ça fait encore plus compliqué. C'est plus compliqué. Enfin, avis à vous. Hein, j'en connais d'autres qui vont... Avis à ceux-là.
Avis à ceux-là qui sont toujours à l'affût de nouveautés sur la toile, les réseaux sociaux. Ils veulent savoir ce qui bouge, ce qui a bougé, qu'est-ce qui a avancé. Enfin, moi, je ne suis pas dedans. Alors, la dernière information, Adonis, je vous laisse nous dire le thème. Le Parlement européen pourrait imposer la présence d'un enregistreur de données dans les véhicules, c'est-à-dire des boîtes noires. On s'inspire un peu de ce qui se passe au niveau des accidents d'avion où les données techniques de vol ainsi que les conversations entre le pilote, le copilote et les tours de contrôle sont inscrits dans 2 boîtes différentes. Donc le Parlement, c'est pas encore validé. Les boîtes noires. Voilà, les boîtes noires, c'est pas encore validé, mais il pourrait y avoir la présence de boîtes noires aussi dans les véhicules qui vont commencer à être fabriqués peut-être d'ici 2 ans ou 3 ans. Wow. Qui va recueillir toutes les données, aussi bien les vitesses, la vitesse à laquelle vous roulez, l'enregistrement de différentes discussions, la manière dont vous roulez et les capteurs, etc. Je veux savoir, c'est pour tout type de véhicules, même les véhicules personnels? En fait vous savez que la plupart, nous ne fabriquons pas de véhicules en Afrique comme ça. On fait des assemblages. On n'en fabrique pas, certes. On fait des assemblages, voilà. Ce que, donc, la plupart, en Europe, c'est imposé, tous les véhicules là auront la boîte noire. On attend de voir. En fait, c'est pour diagnostiquer les causes d'un accident souvent pour les véhicules. Parce que souvent, on est souvent dans la limite entre l'excès de vitesse, l'alcoolisme et le non-respect du code de la route. D'accord. Donc, il y a parfois aussi d'autres causes qui restent cachées. Il y a des défaillances qui sont dues au mauvais état de la voiture ou bien des défauts de fabrication. Et c'est pour ça qu'il faut faire suivre déjà son véhicule à la visite technique. Je crois bien, on le rappelle, hein, c'est 1 fois par an. De visite technique, de vraie visite technique. Il faut vraiment amener son véhicule là-bas pour qu'on voit si le moteur est en conforme, si toutes les autres pièces répondent, ou s'il faut garer. Mais c'est là que vous allez entendre les Béninois, si vous leur dites après avoir acheté leur véhicule 2 ans ou 3 ans après, de garer leur véhicule parce que le moteur serait défaillant. Adonis Bourou. C'est moi. C'est fini? C'est fini. Merci beaucoup à vous. On va vous retrouver vendredi avec de nouvelles informations. Avec ma boîte noire. Avec ta boîte noire qui va nous révéler d'autres informations encore plus utiles et plus intéressantes. ActuWeb de ce mercredi, c'est stop et c'est la fin, et en même temps la fin de ce numéro du grand rendez-vous, le grand rendez-vous que j'ai eu le plaisir de piloter depuis 19h avec la succession donc des invités, des chroniqueurs, mes collègues, il y en avait 2. Ce soir, Marcel Betoro dans le monde agricole et puis Yasmine Damata pour nature et bien-être où nous sommes revenus avec le sujet sur la trisomie 21. Chers amis, on ne va pas partir sans vous montrer à nouveau la carte, la météo de demain matin.
Top et fin, le grand rendez-vous de ce jour. Merci à vous toutes et à vous tous pour l'attention et l'intérêt que vous portez à ce programme de votre chaîne de télévision Bénin Business 24. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre, à part de vous souhaiter une très belle soirée, et votre soirée sera encore plus belle en suivant les programmes de BB24, la suite. Bonne soirée et au revoir.